Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmant. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon. Venez Philippe, faites de beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Ouais, avec des millions, on entendait. Vous savez ce que c'est 1 million, Larmina? On se pose un peu la même question au club de rugby anglais. Vous savez ce que c'est 1 million quand ils ont 30 millions de dettes, en fait? C'est le très gros problème qu'il y a de l'autre côté de la Manche, Philippe, avec le sujet de cette chronique aujourd'hui. Et on en avait déjà parlé. Hein. On était un peu étonné de la hauteur des chiffres. Hein. On parlait de dette brute. On essayait de se montrer un peu rassurant. Au final, c'est totalement catastrophique ce qu'il se passe dans la première division anglaise, avec la liquidation des Warriors de Worcester, puis maintenant des Wasps, club mythique, 1867. Ce club, il faut quand même bien le souligner, un des plus vieux clubs professionnels du monde, et c'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini en effet, puisque des rumeurs insistantes laissent penser que les London Irish et Newcastle, les Falcons, pourraient subir le même sort dans les jours qui arrivent. C'est terrible ce qui se passe dans ce championnat anglais. Ça va de toute façon secouer le rugby à l'échelle mondiale, enfin en tout cas les grands championnats qui tirent le rugby professionnel vers le haut. Ça va remettre en perspective le modèle français et servir notre modèle, puisque on voit à quel point il est vertueux. Ça va quand même chambouler un peu le marché au niveau des joueurs, parce qu'il va y avoir des opportunités pour des clubs de récupérer de grands joueurs, peut-être à des salaires moins importants que ce qui était la valeur de marché il y a encore quelques semaines. Donc voilà, quoi qu'il arrive, ce qui se passe en Angleterre, ça aura des conséquences à l'échelle internationale pour plein de raisons, et au niveau du rugby anglais, parce que le rugby anglais va mettre des années à s'en relever. Ouais, comment ce rugby peut en arriver là? Alors, pour moi, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la situation, et certainement que je les ai pas tous, parce que on est quand même un peu plus loin et c'est difficile d'avoir une vision très précise. Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a eu de toute façon une fuite en avant depuis déjà de nombreuses années, et personne a su tirer la sonnette d'alarme à temps, puisque au moment où les clubs anglais ont fait le choix de faire rentrer CVC au moment du Covid, CVC a acheté 25% de la premiership anglaise. La particularité de la premiership anglaise, c'est que les clubs sont actionnaires directement de la société commerciale qui gère les droits, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, ils possèdent l'actif, collectivement, ils possèdent l'actif. Et donc, ils ont cédé collectivement une partie de cet actif, 27%, pour 230 millions, il y a 2 ans. Et donc, ils se sont partagés en grande partie. Et ça les vaut déjà plus d'ailleurs au passage. Hein. Mais... Non, ça c'est encore un autre sujet. Là, pour le coup, CVC qui s'est pas trop trompé jusqu'à présent. Là, pour le coup, il y a des vrais sujets, des vraies questions qui se posent sur cet investissement-là. Alors, j'aime bien à me demander si finalement le championnat anglais pour CVC était pas une forme de cheval de Troie pour finalement prendre la main de façon plus massive sur le rugby de l'hémisphère nord, puisque j'ai quand même du mal à croire que CVC n'ait pas été au courant des difficultés cumulées des clubs avec le niveau d'expertise qu'ils ont. Mais ça, c'est un débat un peu différent. En tous les cas, pour revenir au sujet principal, au moment du Covid, les clubs anglais ont pris plus de 10 millions d'euros chacun. Donc, à l'échelle de l'économie de ce sport, ça aurait dû quand même régler les problèmes principaux de tous. Et on se rend compte à quel point c'est pas le cas. Quand on voit aujourd'hui les chiffres qui sortent dans la presse, c'est complètement colossal. Donc, une des raisons principales qui explique cette situation, c'est le manque de régulation. Voilà, on peut revenir du coup à la comparaison avec le rugby français. Les clubs se sont souvent plaints de la rigidité de notre DNACG, la Direction nationale de l'aide au contrôle de gestion, mais force est de constater que ça permet de calmer certaines ardeurs, de rester dans une économie raisonnée.
Oui, non, mais pardon. tu as tout à fait raison de le dire, Philippe, parce que je viens là-dessus. Bill Sweeney, qui est le patron de la fédération anglaise, a quand même dit, et c'est quand même très très rare, hein, avec le modèle français de transparence financière, donc effectivement ce que tu dis avec la DNACG, nous aurions été avertis de la situation de Worcester ou des Wasps avant le début de la saison. Nous avions besoin d'un pilotage accru, de contrôle réglementaire qui permette ces changements. C'est le rugby français qui est un exemple pour le rugby anglais désormais, Philippe. Ah oui, de toute façon, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Angleterre, le rugby français est l'exemple du monde. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, d'un point de vue des sommes d'argent, quand on parle d'argent et de contrats pour les joueurs, le seul rugby qui équivaut à ce qui se passe en France avec ce qui est en train de se passer en Angleterre et qui est mis de côté, c'est le Japon. Mais le Japon est un championnat très particulier, fait d'opportunités pour certains joueurs qui ont envie de vivre une aventure plutôt extra-sportive, parce que le Japon n'offre pas du tout les garanties sportives qu'amène le championnat français. Donc aujourd'hui, quand on voit à quel point le rugby de l'hémisphère sud a eu du mal à se réinventer avec les Sud-Africains qui ont fait le choix de quitter le rugby du Sud, avec ce chamboulement de l'échiquier du rugby mondial qui est en train de se passer. Clairement, le rugby français fait figure de bon élève, de modèle, et a une place à part. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quelque part, quelle est la vraie place du rugby? Quelle est l'économie réelle du rugby? Parce que quand on voit ce qui se passe en Angleterre, de toute façon, il y a eu une folie collective de la premiership anglaise. Et l'avantage pour nous, c'est qu'on n'a pas loin de chez nous la vision de ce qu'il faut surtout pas faire. Premier échec de la politique du rugby anglais, sacrifier sa deuxième division, essayer de spéculer comme les franchises US sur un championnat unique de première division et jouer la spéculation à la hausse avec les propriétaires. Ça n'a pas fonctionné et ça les a desservis sportivement. Et deuxièmement, le manque de régulation, parce qu'aujourd'hui, très clairement, quand on regarde la contrainte de la masse salariale du rugby anglais qui est à 5 millions de livres cette année, avec les deux marquee players, les deux joueurs qui sortent de la masse salariale, donc potentiellement on peut dire qu'aller au bout du bout, les clubs sont sur une masse salariale qu'on peut estimer à un peu moins de 7 millions d'euros. Quand on voit l'échelle des budgets, des droits télé, des droits sponsoring, de la billetterie, qui équivaut grosso modo à la France en termes d'affluence moyenne, etc., on ne peut pas comprendre ces niveaux de perte. C'est incompréhensible. Donc forcément, le salary cap n'a pas été respecté, quasiment nulle part, puisque c'est la charge principale quand même des clubs. Donc il y a un manque de régulation trop récurrent, et puis il y a cette incapacité à tirer la sonnette d'alarme au bon moment pour essayer de sauver les meubles et d'éviter le dépôt de bilan. Et on va avoir beaucoup de joueurs anglais qui devraient arriver en France. C'est déjà le cas à Montpellier, notamment avec Curtis Langdon, qui est arrivé cette semaine. C'était mercredi. Merci beaucoup pour cette chronique, Philippe.